de ce mercredi. Elle nous mène jusqu'à 19h15. On a 1 heure ensemble. C'est la deuxième partie de notre table ronde sur l'accès aux soins, les déserts médicaux. Celle-ci s'intitule « Des ambitions » dont on a parlé tout à l'heure, à la réalité, les solutions concrètes. Eh bien, on va y aller. J'appelle, si elle le veut bien, Elisabeth Doineau, j'appelle Monique Cavalier, François Dubé et Jean-Paul Benoît à me rejoindre. Bonjour. En début d'après-midi, nous avons donc croisé... Vous voulez se rapprocher de moi? En début d'après-midi, nous nous sommes penchés sur le problème de l'accès aux soins dans les territoires. Nous avons croisé les regards sur l'état des lieux et sur les solutions possibles, plus ou moins envisageables, plus ou moins désirables. À présent, le deuxième temps de la réflexion, il faut aller sur le terrain, il faut voir quelles solutions concrètes, innovantes, les territoires sont capables de mettre en place. Quelle collaboration entre toutes les parties prenantes, quel succès, quelles limites, quelles conditions pour arriver à faire une architecture satisfaisante, une offre de soins satisfaisante. Les 4 intervenants de cette table ronde sont là, je les en remercie. Elle est sénatrice de la Mayenne, elle est présidente de la commission Solidarité, Enfance, Famille et Insertion au Conseil départemental. Je salue Elisabeth Doineau. Elisabeth Doineau, vous êtes aussi, est-ce que je peux le dire comme ça, Madame Tour de France des solutions pour le ministère? Oui, je ne suis pas la seule. Je voudrais d'abord saluer tous les courageux qui sont là pour nous écouter. Merci infiniment et bonjour à tous. Alors, je fais le Tour de France, mais je suis accompagnée. Je suis accompagnée par Thomas Meignet, qui est député, et par Sophie Augros, qui était la précédente présidente de Réagir. Celle qui était avant, celle que nous avons entendue tout à l'heure. Et donc, nous sommes les 3 délégués qui... faisons la promotion de ce plan territorial pour l'accès aux soins qui a été lancé en octobre par le Premier ministre et par Agnès Buzyn. La directrice générale de l'Agence régionale de santé en Occitanie, nous sommes chez elle, est avec nous. Bonjour Monique Cavalier. Bonsoir. L'Occitanie, c'est un paradoxe. Vous êtes une des régions les mieux loties en médecins, c'est ça? C'est ce que j'ai lu, est-ce que j'ai raison? 201 médecins pour 100 000 habitants, toutes spécialités confondues. Vous avez raison, madame, mais il faut se méfier des moyennes. Voilà. Voilà. Et qui, comme tous les statisticiens le savent, ne sont pas toujours très significatives. Donc nous avons la caractéristique d'avoir à la fois des zones qui sont très bien dotées en professionnels de santé, médecins et autres, et puis nous avons des zones qui sont, de ce point de vue, en vraie difficulté. Et donc j'imagine que vous avez des expérimentations dont on va parler. Un regard extérieur, il vient d'un peu loin, pour nous apporter donc de la distance et de longues années d'expérience, peut-être pas seulement les siennes d'ailleurs. Bonjour François Dubé. Alors bonjour, je tiens à saluer les gens qui sont toujours présents et à remercier les autorités de la Mutualité française de l'invitation à venir partager l'expérience du Québec. Ça fait un grand plaisir. Un grand plaisir pour nous aussi. Alors au Québec, au ministère de la Santé et des Services sociaux, vous êtes directeur adjoint de ce que j'ai trouvé, l'organisation des services de première ligne, c'est-à-dire? Exact. Donc, ma direction, on s'occupe au ministère de la Santé de tout ce qui est politique publique en matière de services de médecine de famille. Donc, ici, j'ai compris que c'est médecine de ville, sauf qu'au Québec, notamment, les médecins de famille pratiquent autant dans la médecine de ville qu'en médecine hospitalière. Et on s'occupe aussi dans la direction, ce qui ne sera pas le sujet ici, ce soir, des services préhospitaliers qu'on appelle. Donc, tout ce qui est transport ambulancier, le SAMU, je pense, en France. Et on s'occupe aussi des urgences, parce que c'est souvent les médecins de famille qui font la prestation de soins médicaux dans les urgences hospitalières. Et donc, la problématique de l'offre de soins sur le territoire québécois, c'est un peu une autre échelle quand même. On va en parler tout à l'heure. Bonjour à vous, Jean-Paul Benoît. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Mutualité française. On va démarrer dans quelques instants. Les courageux qui sont nombreux, n'oubliez pas de poser vos questions par l'application. Ça marche très bien. Quand je baisse mes lunettes, j'arrive à tout lire. Jean-Paul Benoît, si vous voulez bien, on commence avec vous. Vous faites le cadrage, les enjeux de la table ronde. Oui, ben écoutez, vous avez tous remercié les courageux qui sont là, mais les mutualistes sont courageux, ça c'est pas une nouvelle. Mais en plus, ils ont été très pertinents puisqu'ils ont choisi la meilleure conférence. Donc félicitations de votre excellent choix. Nous avons
ce soir pour objectif dans cette conférence de prolonger ce qui est la table ronde du début d'après-midi. Vous avez vu que les problématiques ont été posées, que des pistes de solutions ont commencé à être posées, mais après, quand on doit rentrer dans le concret, quand on doit rentrer dans les réponses à la situation d'accès aux soins, il faut véritablement travailler à l'échelle des territoires et expérimenter un certain nombre de choses, mais aussi les généraliser. Parce que moi, ce que je voulais dire en introduction très rapide de cette table ronde, c'est qu'on est face à une crise de notre système sanitaire qui n'en est qu'à son début, notamment sur les soins ambulatoires. On a un problème de crise du système hospitalier, je pense que personne ne peut le nier, que ce soit pour les courts séjours, que ce soit pour la prise en charge des personnes âgées, mais on a aussi une crise de notre système sanitaire de premier recours parce qu'il est encore assis sur un mode de réponse aux besoins de santé qui, me semble-t-il, est dépassé. Il survit, comme toujours, les choses survivent avant que les nouvelles s'installent, mais il ne se reproduira pas. Et il y a encore des illusions. Concrètement, aujourd'hui, quand on discute avec des mutualistes, avec des élus locaux, la question qui se pose, c'est souvent comment on va remplacer notre médecin généraliste dans le cabinet de proximité. Il faut, je pense que nous, en tant que mutualistes, il faut qu'on mette les choses clairement. On ne le remplacera pas à l'identique. On ne remplacera plus. La médecine de demain ne sera plus une médecine de médecin de famille, alors peut-être au sens québécois, puisqu'ils travaillent déjà groupés et en partie à l'hôpital, donc là on a beaucoup à apprendre sans doute du système québécois, mais ce ne sera plus un système de médecin de famille isolé dans un cabinet, parce que les jeunes médecins n'en veulent plus. Et la contrainte, pourquoi pas un peu de régulation, l'installation, bon, on verra, mais la contrainte ne marchera pas. Si c'est juste une contrainte, si on espère imposer aux jeunes médecins qui sortent de la fac, c'est-à-dire qui ont été formés dans les CHU, les lieux où il y a le plus de pluridisciplinarité et où il y a les plateaux techniques les plus développés. Si on veut leur imposer d'aller travailler seuls ou à 2 médecins généralistes dans un cabinet libéral ou même dans une pseudo-maison de santé qui regroupe les 2 généralistes du village et les 3 infirmières, ça ne va pas marcher. Donc il faut réinventer du nouveau. Voilà, il faut réinventer du nouveau. Moi je pense que si cette table ronde commence à dégager quelques exemples et quelques pistes de cette nouvelle forme de la médecine de proximité, des soins de premier recours sur l'ensemble du territoire, on aura bien travaillé pour cette soirée. On aura bien travaillé, merci. Juste un mot, on va revenir tout de suite au concret, vous allez voir, mais vous partagez ce constat, peut-être Monique Cavalier, Elisabeth Douaneau et même François Dubé. Allez-y. Alors, il a tout mis sur la table, en effet, Jean-Paul. Donc on y va. Je voudrais me permettre quelque chose, de dire que parler de désert médical, c'est quand même très rédhibitoire. On ne peut pas attirer des jeunes médecins sur nos territoires en disant, bah, vous voyez, on manque de médecins, tous ceux qui restent, ils sont presque à la limite du burn-out. En fait, il n'y a rien de sexy à dire aux jeunes qui ont passé quelques années dans une grande ville pour faire leurs études universitaires, venez dans mon désert. Et c'est vrai que c'est la dernière fois que j'emploierai ce mot à cette table, parce que je m'efforce de dire tout le temps qu'il ne faut surtout plus parler de désert médical. Parce que c'est vraiment pas avec ça que vous attraperez des jeunes médecins. Et il y a une autre sémantique aussi que j'aimerais que l'on change, c'est parler d'installation pour les jeunes médecins. Les premiers que nous avons rencontrés et ceux que nous continuons à voir sur le terrain auprès de leurs doyens, auprès de leurs professeurs, ils nous le disent tous, les premières années quand ils vont pratiquer la médecine, ils ne veulent surtout pas s'installer, ils veulent voir comment ça se passe sur le terrain. Ils veulent parfois être accompagnés par des médecins qui ont pratiqué la médecine de ville pendant un certain nombre d'années et qui peuvent vraiment les orienter, les soutenir dans cette approche de ce public qu'ils ne connaissent pas forcément dans leur stage. Alors de plus en plus maintenant, parce que c'est vrai qu'on l'a vu aussi dans beaucoup de territoires, il y a beaucoup de médecins qui s'engagent à être maîtres de stage, et donc surtout en territoire rural. Et je peux vous dire que ça, c'est une des clés pour attirer des jeunes médecins. Alors donc, il ne faut pas leur parler d'installation, il faut leur parler d'exercice, parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est une palette d'exercices. Et c'est tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est comment je peux être aussi bien médecin de ville que médecin coordonnateur dans un EHPAD, ou comment je peux être aussi médecin en pratique dans un hôpital de proximité, par exemple. En fait, ce qu'ils veulent, c'est pratiquer la médecine différemment et avoir cette capacité à changer un petit peu le rythme et la patientèle
tout au long de la semaine ou même parfois dans la journée. C'est-à-dire que moi, je connais des jeunes médecins qui vont être en PMI 2 jours par semaine et qui vont être les 3 autres jours en médecin de ville. Et ça leur plaît, cette pratique différenciée, voyez. Donc, essayons de ne plus parler de... Vous savez de quoi je veux dire, on le dit plus. Et on ne parle plus non plus d'installation, mais d'exercice. Donc, zone sous-dotée et exercice. Je vais essayer de m'y tenir. François Dubé, puis Monique Cavalier. Oui, juste une chose en lien avec ce que M. Benoît a dit. Si effectivement les médecins de famille, les médecins généralistes sont strictement formés dans les CHU, donc en milieu hospitalier, ça semble un peu contradictoire de vouloir les amener à s'installer en médecine de ville. Sur l'expérience du Québec maintenant, cette formation-là a été largement décentralisée depuis une dizaine d'années au Québec pour les médecins de famille. Oui, le début de la formation est en milieu hospitalier, mais la résidence, entre autres, de la médecine de famille est principalement faite dans des GMFU, des groupes de médecine de famille universitaires, qui sont la reproduction de ce que les médecins vont devoir vivre, vont avoir à vivre lorsqu'ils débuteront leur pratique, non pas s'installeront, lorsqu'ils débuteront leur pratique dans leur cabinet. Et donc, cette notion de formation-là, si elle n'est pas déjà faite en France, et ça apparaît un peu contradictoire de vouloir les amener à pratiquer la médecine de ville s'ils n'ont pas été formés au préalable pour exercer ce type de pratique. Si on ne développe pas le goût, en effet. Monique Cavalier. On peut partager le constat des difficultés, je crois qu'on l'a tous posé depuis longtemps. En réalité, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a avancé. On parlait des stages en médecine générale, aujourd'hui, qui est devenue une spécialité d'ailleurs, la médecine générale. Aujourd'hui, les étudiants font des stages chez le généraliste. Et en Occitanie, par exemple, nous avons 900 maîtres de stage qui sont répartis dans tous les départements de la région, en territoire rural comme dans les métropoles. Donc, nous sommes capables d'offrir des terrains de stage qui permettent de découvrir des pratiques, mais aussi des territoires que les étudiants connaissent peut-être moins. Pour autant, le sujet reste compliqué parce que s'installer à un endroit, c'est un choix de vie, c'est un choix familial et que ça nécessite aussi un accompagnement d'un projet professionnel et personnel. Et ça nécessite sans doute, pour rebondir sur ce que vous disiez à propos des changements qui sont souhaités par les professionnels, ça nécessite aussi peut-être d'entendre que les professionnels commencent leur carrière à un endroit et peuvent poursuivre une carrière ailleurs. Et que là aussi, c'est un changement de pratique très significatif pour les médecins, mais qu'il faut aussi l'entendre. On a déjà des jalons là, donc, de bons jalons. Je vous propose tout de suite d'avoir un autre exemple. Nous allons partir chez vous, Elisabeth Doineau. En Mayenne, on va faire un zoom sur le service médical de proximité qui a ouvert à Laval il y a un an. C'est un petit film de 3 minutes qui va vous montrer cette expérimentation. Enfin, c'est plus qu'une expérimentation, c'est du dur. Et on en parle ensemble après. La situation sur l'agglomération de Laval est difficile en termes d'offres de soins en médecine générale, puisqu'un certain nombre de patients étaient repérés sans possibilité d'accès aux médecins traitants. Bonjour monsieur. Oui. C'est vous, si vous voulez bien. Le centre a apporté une réponse immédiate, puisque sur une douzaine de médecins retraités qui se sont portés volontaires pour participer, l'idée est de proposer des consultations avec 2 médecins présents chaque jour, du lundi au vendredi. Et le plus du service médical de proximité, c'est aussi d'avoir permis d'accueillir des internes, puisque l'idée est de pouvoir leur faire découvrir une autre pratique et de leur faire découvrir également un territoire sur lequel peut-être ils seraient susceptibles de s'installer à la fin de leurs études. Hop là, c'est bon. Ça donne plus envie d'aller s'installer dans un centre où il y a plusieurs médecins. On ne sera pas seul à gérer les plages horaires et puis toute la patientèle. Ça permet d'avoir aussi ses congés, ses absences. Et je pense que maintenant, les jeunes médecins ont plus envie de travailler comme avant, de 8h à 21h. Et le fait d'être à plusieurs, c'est un bon équilibre. Ouais, il a encore le nez bien pris. Alors, on prend notre supervision. Alors, qu'est-ce que tu as vu ce matin? Donc, j'ai vu Mme Tardif. Ouais. Tous les médecins du centre ici, en fin de compte, sont des passionnés par rapport à leur travail. Donc, c'est la première motivation. La deuxième, c'est probablement de rendre service. Et puis, troisièmement, c'est aussi pour certains d'avoir un complément de retraite, puisque nous sommes salariés du centre et nous touchons un salaire.
J'ai eu une douleur assez vive dans la poitrine, à D'accord. gauche. Je me félicite de ce centre. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a plein de personnes, dans mes âges d'ailleurs, puis mon épouse et d'autres, que je leur dis, allez à Hillard, il y a ce qu'il faut, et puis ça nous dépanne bien. Bonne continuation, monsieur, et vous Merci, venez nous consulter docteur. quand vous voulez. Aucun problème. D'accord. En gros, nous travaillons de 4 à 5 jours par mois. 5 journées par mois, complètes. Voilà. Donc c'est une activité tout à fait acceptable pour un retraité. Donc ça c'est important parce qu'après là je vais faire quelques remplacements. Après un an d'activité, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a répondu à la demande de patients sans médecin traitant. Et puis surtout, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'on peut répondre à des consultations de soins non programmées, c'est-à-dire des gens qui tombent malades, qui voudraient une consultation dans la journée et qui ont du mal à trouver cette consultation auprès d'un médecin généraliste qui souvent vont aux urgences. Elisabeth Doineau, comment ça s'est monté ce service médical de proximité Henri Dunant à Laval? Avec qui et quel bilan vous en faites? D'abord, c'était une remontée comme quoi beaucoup de patients se voyaient renvoyés de nouveaux patients se voyaient renvoyés par les médecins qui étaient encore en exercice sur le territoire de Laval et Laval Agglomération, parce qu'ils avaient trop de patientèle et ils ne pouvaient pas prendre de nouveaux patients. Et donc, du coup, on a regardé avec la CPAM et effectivement, il y avait de 8 000 à 10 000 personnes qui étaient sans médecin traitant sur Laval Agglomération. Donc c'était un vrai sujet, d'autant plus qu'on avait des médecins qui par ailleurs avaient compensé pendant un temps mais qui ne pouvaient plus le faire parce qu'ils étaient au bord du burn-out. Et donc nous avons réfléchi, mais nous n'étions pas seuls, parce que je dis toujours que c'est une épreuve collective. Et ça ne peut marcher que si c'est collectif. Donc c'est la mairie de Laval, c'est le CCAS de Laval, donc le Centre communal d'action sociale, c'est le conseil départemental qui a eu aussi une vraie volonté de s'inscrire dans ces démarches pour accueillir aussi des jeunes médecins. Et donc il y avait aussi la CEPAM, l'ARS bien sûr, parce que je dis que quand on a un projet, il faut vraiment consulter l'ARS. Ils ont tous les outils pour aider les territoires à monter des projets. Vraiment, il faut penser ARS. Et puis, il y avait la préfecture. Nous étions déjà un petit nombre. Il y avait un comité de pilotage qui s'était mis en place et on a réfléchi au type de solutions à apporter. Et on s'est dit, en plus, au conseil départemental, nous avions cette antenne de solidarité qui finalement allait être reportée sur un autre quartier. Donc on avait finalement un bâtiment un rez-de-chaussée qui était libre. Et puis est arrivée la mutualité française. Et moi, je veux dire, je fais la promotion de la mutualité parce que j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec eux sur un autre projet. Et vraiment, on trouve des solutions parce que plus on est de partenaires et plus on va loin dans l'expertise du diagnostic et également dans la construction du projet. On s'est appuyé sur le projet régional de santé, on s'est appuyé sur le contrat local de santé de Laval. Ça veut dire qu'on a réfléchi tous ensemble, qu'est-ce qui faisait défaut, quels étaient finalement les leviers sur lesquels on pouvait s'appuyer, quels étaient finalement, il ne fallait pas voir les choses négatives, mais plutôt le côté positif. Et donc, nous avons lancé ce centre, ce service de proximité, ce service médical de proximité, excusez-moi, parce qu'en fait, je pense à un autre projet qui lui ressemble étonnamment et qui se trouve à Pontarlier, qui s'appelle un cabinet éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une expérimentation, tout comme Laval, qui durera ce qu'il durera, c'est-à-dire que nous, le principe, c'est de répondre à cette défaillance de médecins et c'est aussi d'accrocher des jeunes médecins pour remplir les futures maisons de santé pluridisciplinaires qui sont en ce moment en construction. Enfin, pas tout à fait, puisque la prochaine qui s'ouvrira, c'est plutôt une réhabilitation pas d'un logement, mais d'un ensemble qui était occupé par la mutualité française. Donc, vous voyez, on fait du recyclage. On partage, si vous voulez bien, des regards sur l'expérience de Laval. Peut-être que ça fait écho à ce qui se passe aussi en Occitanie ou au Québec, où Jean-Paul Benoît veut partager son regard. Et puis, on a une question sur... Alors, il y a quelqu'un qui parle encore de ce dont on ne doit pas parler, de zones sous-dotées. Mais bon. Dominique Flécher qui dit « Qu'est-ce qui génère le désert médical, désolé, l'insuffisance de médecins ou la non-attractivité du territoire ?» Donc, regard sur ce qui se passe à Laval, et puis on peut réfléchir à... Alors, la question est liée. Puisqu'il faut reprendre ce terme, moi je vais reprendre ma première expérience d'un désert médical. Quand on parle de désert, on s'imagine que rien ne repousse.
Mais quand on se met tous autour de la table à réfléchir, à travailler, à écrire, à voir ce qui est possible, eh bien, tout peut repousser. Dans mon territoire, 20 000 habitants, c'est le territoire de la communauté de communes de Cran, le pays craonnais, c'est connu pour les courses de chevaux. On avait vraiment un vrai problème de professionnels de santé, mais pas que des médecins d'ailleurs. Il faut aussi élargir aux paramédicaux qui étaient aussi en difficulté pour venir s'installer dans nos territoires. Et donc aujourd'hui, c'est 60 professionnels de santé pour 20 000 habitants. Vous imaginez ce qu'on a pu reconstruire parce qu'on a créé une vraie dynamique, on s'est vraiment interrogé sur la réponse à donner. Qu'est-ce qui fait l'attractivité? Qu'en dites-vous? Peut-être Monique Cavalli, François Dubé, Jean-Paul... Qu'est-ce qui fait... Alors Jean-Paul Benoît, qu'est-ce qui fait l'attractivité? Qu'est-ce qui fait qu'on recrée un appétit pour ces zones-là? Voilà. Moi d'abord, pour qu'on soit d'accord sur les termes, je partage l'avis de Mme Doineau sur le fait que désert médical, ce n'est pas un terme approprié. Alors, pour des raisons d'attractivité, déjà rien que le terme repousse, mais c'est plus profond que ça. Moi je ne sais pas ce que c'est un désert médical. Voilà. Je pense qu'on n'a pas de désert dans ce pays, on n'a pas de déserts médicaux, on a des problèmes d'accès aux soins, pour des raisons multiples. Et on pourra y revenir. On a des problèmes d'accès aux soins pour des questions géographiques, d'éloignement de la réponse, mais on a aussi des problèmes d'accès aux soins pour l'éloignement du rendez-vous. Le médecin il peut être en bas de votre immeuble. Si son délai de rendez-vous c'est 6 mois, comme pour certains ophtalmos dans certaines régions, vous n'avez pas accès aux soins. Et puis il peut être aussi inaccessible pour raisons économiques, notamment sur la question des dépassements de tarifs, etc. Donc je pense que c'est plus complexe que ça. Alors je vois bien qu'en communication, on parlait de désert médical, ça donne une image, ça plaît beaucoup, c'est repris systématiquement, mais moi je suis aussi assez... je ne partage pas du tout ce terme-là, déjà premier point. Après, sur l'attractivité, il y a une multitude de réponses. Je le disais tout à l'heure, on est dans un moment de rupture entre une forme de réponse aux besoins de santé de proximité de premier recours, qui était en totalité ou en quasi-totalité rempli par des médecins libéraux en cabinet, notamment des médecins généralistes, des médecins de famille, de proximité, isolés. Alors c'est plus le cas ça, mais c'était le cas il y a quelques années, ils étaient corvéables à merci, on était dans une autre société, ils étaient là, ils habitaient le village, on allait les voir 24 heures sur 24, 365 jours par an si c'était nécessaire. C'est un modèle qui est terminé, voilà. Il faut en faire notre deuil. Moi je pense qu'on a un problème au niveau de la population, comme au niveau des élus locaux, comme au niveau d'un certain nombre d'intervenants, c'est qu'on n'a pas encore compris que ce modèle-là est fini. Il survit dans quelques endroits, à la satisfaction, et tant qu'il survit, tant mieux. Mais il est terminé. Pour l'attractivité des jeunes médecins, je veux dire, plus de 2/3 des jeunes médecins vont déjà choisir un exercice salarié. Donc déjà, il y a cette première question qui se pose. On a des réponses à apporter. Mais au-delà de ça, et peut-être encore plus, on l'a vu notamment sur la réponse de l'interne qui a dit « je suis venu là d'abord parce qu'on est plusieurs et que donc on peut se partager la réponse aux besoins de santé ». Ça a été dit aussi par Marie-Pierre Brosset dans la première table ronde qui était interrogée de réagir. Première des conditions, exercice collectif, médecine d'équipe. Voilà. Si on ne porte pas ces réponses-là, les médecins ne viendront pas. Et même si on leur met la contrainte, ils feront autre chose. Vous savez, les médecins, ils ont des possibilités de fuite par tous les bouts. Et ils peuvent faire... D'abord, je crois qu'il y en a 20 ou 25%. On avait vu ça avec le Conseil de l'Ordre dans le cadre de la préparation du Congrès. Et je crois que c'est 20% qui ne s'installent jamais, qui ne s'inscrivent jamais à l'Ordre. Parce qu'ils ont fait des études, et après ils font de la recherche, ils sont employés dans des entreprises. Donc, si on veut contraindre, et si on travaille que sur la contrainte, alors ça n'exclut pas toute régulation. Entre le système actuel, où c'est n'importe quoi comme on veut, et dans le désordre le plus total, et un système de contrainte d'installation, il y a sans doute tout un panel de solutions intermédiaires à trouver. Mais d'abord, il faut répondre aux attentes des jeunes médecins. Deuxième chose qu'a dit aussi, ça m'a frappé, Madame Brosset, le docteur Brosset, qu'on a vu tout à l'heure réagir, c'est dire, oui, bon, moi j'étais formé à la médecine, j'étais là pour faire la médecine. Alors c'est des jeunes, ils ont fait des études de médecine, et ils veulent faire de la médecine. Ils sont quand même pénibles, ces jeunes. On se demande pourquoi ils veulent faire de la médecine alors qu'on les a formés à faire de la médecine. Et elle dit, je me suis retrouvé là, et j'ai découvert qu'il fallait que je sois un entrepreneur, chose pour laquelle je n'ai jamais été formé, qu'il fallait que je sois un expert, je crois l'a dit, en téléphonie, un expert en système d'information. Il y a toutes ces réponses-là à apporter. Et là aussi, ça répondra en partie à la question du temps médical. Parce qu'on a ça aussi. Quand on regarde le nombre de médecins, il fluctue, il a un peu baissé, on l'a vu tout à l'heure, mais ce n'est pas en proportion de la réduction du temps médical.
Alors quand on est démagogue et un peu brutaux, on dit le temps médical il se réduit parce qu'il y a de plus en plus de médecins femmes et les femmes ne veulent pas travailler, mais ça ne tient pas debout parce que les jeunes médecins hommes, ils ne veulent pas non plus travailler dans les mêmes conditions que du passé. Et quand on veut être constructif, il faut qu'on propose de vraies solutions. Et les vraies solutions, c'est aussi une prise en charge de toutes les tâches administratives et techniques. Je dis trop, et je m'arrête. Je voudrais réagir aux J'ai une médecins demande de femmes. réaction là. Je rappelle que les femmes réussissent premières dans les concours, qu'aujourd'hui, dans les médecins de moins de 35 ans, les 3/4 sont des femmes, et que j'ai la faiblesse de penser que ça va élever tout le niveau. Alors, en tout cas, merci mesdames. Ceci pour dire plus sérieusement que je ne crois vraiment pas que c'est la féminisation de la profession qui fait que le temps médical disponible aujourd'hui est notre gros enjeu. Vraiment, je tiens à le dire. Plus sérieusement, vraiment, cette question du temps médical, qui est la question qui transparaît au travers de l'expérience de la Mayenne, qui nous a été montrée, c'est un sujet sur lequel nous travaillons de beaucoup de manières. On essaye à la fois d'avoir un temps sur justement l'accompagnement des médecins qui sont en fin de carrière au temps de la retraite pour essayer de voir dans quelles conditions on peut poursuivre l'exercice et puis de quelle manière on peut assurer un tuilage avec de jeunes professionnels. On essaye aussi de gagner du temps en début de carrière en ayant par exemple des médecins adjoints. Dans des zones touristiques comme les nôtres, nous en avons déjà un certain nombre et c'est un apport extrêmement intéressant qui permet là aussi de réserver le temps médical seniorisé à ce qu'il doit être avec des aides complémentaires. On essaye de gagner du temps médical aussi avec des dispositifs de coopération, pour que des professionnels paramédicaux ou d'autres professions que les médecins puissent faire un certain nombre de choses. Nous évoquions tout à l'heure en aparté la vaccination dans les officines, par exemple. Et je pense que c'est une mesure que nous allons expérimenter dans la région, qui a été expérimentée en 2 autres régions l'année dernière, qu'il faut probablement poursuivre pour réserver le temps médical à des actes médicaux qui le nécessitent. Avec l'aval des médecins, avec l'assentiment, l'enthousiasme. C'est une expérience nationale et il y a évidemment des conditions, c'est-à-dire que c'est jamais des primo-vaccinations. Il y a des conditions qui permettent d'encadrer la qualité évidemment de la prise en charge, mais pour autant, ce sont des pistes qui sont évidemment intéressantes parce que pour des personnes âgées, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la vaccination contre la grippe et le fait d'aller à l'officine où finalement les personnes âgées se rendent bon gré mal gré à peu près toutes une fois par mois, ça peut être une facilitation. Il faut aussi utiliser tous ces moyens-là. Donc je crois que c'est important. Et peut-être une dernière réaction à l'expérience de la Mayenne qui est intéressante, adaptée à ce territoire. Finalement, ce qu'elle révèle, c'est que dans chacun de nos territoires, nous essayons de trouver les modalités qui sont très adaptées à nos particularités. Vous évoquiez tout à l'heure, madame, le fait que dans cette région, nous avons des zones qui sont très bien dotées en professionnels et d'autres qui le sont moins. Et par exemple, dans le département où nous sommes, dans l'Hérault, à partir d'une maison de santé de Béziers, qui est très bien dotée en médecins, parce que c'est un territoire qui est attractif, pour reprendre le terme, nous avons déployé un projet à Saint-Pons, c'est-à-dire dans les Hauts-Cantons, une zone qui est évidemment moins bien dotée en professionnels de santé. Et à partir des professionnels de Béziers, les médecins ont aidé à la construction du projet de santé, ont aidé leurs confrères et nous espérons que nous pourrons bientôt, à l'aide des leviers qui sont les nôtres, c'est-à-dire par exemple des mesures incitatives à la fois financières notamment, mais aussi des facilitations dans la mise en place de systèmes d'information et d'outils d'infrastructure. Nous espérons pouvoir attirer de jeunes médecins dans ces Hauts-Cantons, dans lesquels, pour certains, ils ont fait des stages à l'occasion de leur formation. François Dubé, comment ça se passe? Est-ce que la problématique est la même au Québec pour ces zones sous-dotées? Il nous faudrait peut-être une petite photo de votre situation avant de voir quelles pistes vous avez explorées. Ça se ressemble étrangement, dans le sens où la transition générationnelle dont on parlait, elle est la même au Québec. Un peu plus près de vous, si vous voulez. La transition générationnelle est la même au Québec. Et quand on revient à la médecine qui se féminise, au Québec, ce qu'on a fait, c'est on a fait une comparaison de la productivité chez les jeunes médecins au cours de leurs 5 premières années de pratique. Le résultat était identique entre une médecin femme et une médecin homme. La vraie différence, c'est entre les jeunes médecins et les médecins plus âgés qui partent à la retraite. Le mode de vie, les valeurs sont complètement différentes. Et donc, on arrive dans un changement de paradigme total où on remplace des médecins qui avaient un mode de vie puis je caricature, à 80 heures par semaine, par des nouveaux médecins, comme on a vu dans le film plus tôt aujourd'hui,
à des jeunes médecins qui aspirent à un équilibre familial, à une vie sociale et à avoir une vie en dehors de la médecine de famille. Et donc, le paradigme, il est là. Comment ça se passe au Québec? Malgré le fait qu'on forme plus de médecins de famille que jamais auparavant au Québec, dans toute l'histoire récente des facultés de médecine, il sort des facultés de médecine plus de médecins de famille que jamais auparavant. On a augmenté les plages en résidence. On est passé de 40 des médecins formés qui étaient des médecins de famille, 60 médecins spécialistes. Et on est en train d'inverser ce ratio-là. On vise 55 de médecins de famille et 45 de médecins spécialistes. Malgré tout ça, on vit encore avec des déserts médicaux, avec des zones sous-denses. M'excuse. Sous-dotés. Le problème est de deux ordres au Québec au niveau des zones sous-dotées. Il est avec les régions éloignées. Hein. Vous savez, au Québec, le territoire il est vaste. Quand on passe à la Côte-Nord, où il y a des communautés qui sont accessibles seulement par 4 roues ou un VTT, ou par skidoo l'hiver, ça change un peu la dynamique. Il n'y a pas de route qui relie ces communautés-là. Et donc, on a effectivement une problématique qui est historique d'aller couvrir ces territoires-là. Par contre, et où ça se rapproche beaucoup plus de la France, on vit des zones sous-dotées aussi, dans des territoires qui ne sont pas urbains, mais qui sont, je dirais, à la limite de la ruralité et de la ville. Et donc, périurbain, voilà, c'est le bon terme. Et donc, il y a des déserts, des zones sous-dotées. Ne vous inquiétez pas, il ne va rien se passer de grave. Ça va falloir que mon discours évolue. Et donc, il y a des zones qui sont en manque cruel d'effectifs médicaux autour d'hôpitaux. Et donc, au Québec, entre autres, si on pense à la Beauce, qui est une région pas très loin, c'est à peu près à 1h30 de Québec, là, à peu près. Et il y a un hôpital qui est à Sainte-Marie-de-Beauce, qui est la ville un peu plus centre, mais ce n'est pas une grande ville, hein, c'est quelque chose comme 15 000 personnes. Et il y a un petit hôpital là, et vu que les médecins de famille établissent leur pratique autant en médecine de ville qu'en médecine hospitalière, ce que font les médecins de famille, c'est que leur médecine de ville, ils la font en périphérie de Sainte-Marie. Alors, ce qui est arrivé avec le départ des médecins plus âgés qui s'occupaient de chacun des petits villages en périphérie de Sainte-Marie-de-Beauce, il n'y a pas eu de jeunes médecins qui sont allés là parce que les jeunes médecins sont tous allés à Sainte-Marie établir leur pratique de médecine de ville à proximité de leur pratique en milieu hospitalier. La réponse aux maires de ces petits villages-là, ils ont mobilisé des taxes municipales pour construire des maisons, des bâtiments, pour remplacer le médecin qui s'occupait de leur village. Et donc, ils ont bâti des bâtiments dans l'espoir que ce bâtiment-là, qui était plus moderne, etc., avec des facilités, avec une téléphonie déjà installée, blablabla, qui pourrait attirer un nouveau médecin sur le même modèle que l'ancien modèle du médecin de famille pour une communauté. Vous êtes sûr que c'est au Québec? Ça ressemble beaucoup à la France. L'expérience, 0 médecin, 100% de bâtisses vides. Et il y a eu un maire, un moment donné, qui a dit, là, ça suffit. Et en Beauce, il faut le dire, c'est l'endroit au Québec où les chicanes de clocher, nous on appelle ça des chicanes de clocher. Je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais des chicanes de clocher, c'est une compétition féroce entre les multiples villages qui appartiennent en fait à la même communauté. Et donc, il y a un maire, un moment donné, qui s'est tanné et qui s'est dit, là, ça n'a plus de bon sens, on est tous dans le même bateau, dans la même réalité. Alors, on va se mettre ensemble pour essayer de travailler de façon concertée avec le maire de Sainte-Marie-de-Beauce qui, lui, était plutôt épargné par ces problématiques-là. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regroupé leurs activités et ils ont créé un pôle de médecins à Sainte-Marie-de-Beauce. Nous, on appelle ça un groupe de médecine de famille. Ils ont pu regrouper et ne plus parler de déserts médicaux, mais de parler d'un pôle attractif avec des médecins déjà présents et organiser une prestation de soins médicaux en lien avec les différents bâtiments qui avaient été construits. Et donc, on est passé d'un médecin, je dirais, sédentaire à un groupe de médecins un peu plus nomades. Et ça n'a pas affecté tant que ça la prestation de service, parce qu'en même temps, on est passé d'un modèle de pratique solo
de la médecine de famille sans appui d'autres professionnels de la santé, que ce soit des infirmières, des pharmaciens, des travailleurs sociaux, des psychologues, etc. Donc, on est passé aussi à un modèle de soins formé d'une équipe interdisciplinaire. Et donc, ce n'est pas juste les médecins qui se promènent à travers les différents villages, mais c'est aussi les autres professionnels, l'infirmière qui va faire les suivis d'INR des différents patients d'une communauté. On n'a pas besoin de médecins pour faire ça une fois que l'ordonnance est faite. La révision des tests de laboratoire, qui est une récurrence et qui prend énormément de temps médecin, il n'y a pratiquement plus de médecins qui font ça au Québec. C'est rendu juste des infirmières. Les vaccins, le gouvernement a dit ça suffit, il y a plus, ça vaut pas la peine ça vaut pas le coût de monopoliser l'argent public en payant à grands frais des médecins pour vacciner. Alors, ce qu'on a fait, tout simplement, et là, on a l'avantage d'avoir un régime public unique, on a coupé le tarif pour la vaccination. Une petite régulation un peu coercitive, quoi. Hein? Alors, en fait, on est vraiment Elisabeth cousins. Boineau. Je pense qu'on est vraiment cousins, parce que la réalité que vous vivez, c'est celle que l'on vit aussi. Et les solutions que nous trouvons aujourd'hui, c'est justement la réponse des soins coordonnés. C'est-à-dire que c'est pas seulement une équipe de médecins qui va pouvoir justement offrir à chacun d'entre eux la possibilité d'avoir une vie culturelle, une vie familiale, donc de prendre des vacances, de prendre un petit peu de temps dans la semaine, mais c'est aussi des infirmières, des kinés, des podologues, on a aussi des diététiciens, on a tous les métiers finalement autour de la santé, et je trouve que c'est vraiment une richesse. Et pour en revenir à l'espace, enfin le service de santé de proximité, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui il y a plus d'une dizaine de médecins retraités, donc ils assurent en fait 2 équivalents temps plein. Et ce qu'on a pu faire, nous, collectivités locales, c'est du côté de la ville de Laval, mettre une infirmière du Centre communal d'action sociale en équivalent temps plein sur le centre. Et pour le conseil départemental, nous avons mis une secrétaire de direction, ce qui permet vraiment de faire tourner la boutique et d'apporter ce plus qui est essentiel pour la pratique des médecins qui sont retraités, et aussi pour les 2 jeunes qui ont intégré donc cette structure. Je voudrais dire que déjà, on a l'un de ces jeunes qui s'inscrit donc dans une maison de santé pluridisciplinaire qui va s'ouvrir dans les prochains mois. Et quand je parlais de Pontarlier tout à l'heure, eh bien, au bout de quelques mois simplement, monsieur le maire nous indiquait qu'un médecin va s'installer définitivement aussi dans ce lieu qu'il a qui n'est plus éphémère. Finalement, il devient finalement, pérenne. il va être durable. D'accord. Le temps file, donc on a 2 questions. Je vous les pose et puis prenez-les. Et il faut qu'on aborde quand même la question aussi de la liberté d'installation. On n'en a pas encore vraiment parlé. Alors 2 questions. D'abord, Nicolas Souffeton. Comment inciter les jeunes médecins à s'installer en dehors des grandes métropoles? Quelles actions conjointes avec les collectivités pour rendre les territoires attractifs? On démarre, Jean-Paul Benoît. Oui, je peux réagir à ça. On rentre maintenant dans le concret, donc des réponses. On a poursuivi le constat sur la situation, mais l'exemple du Québec est éclairant de ce point de vue. Effectivement, moi je partage votre avis. On vit beaucoup de choses tout à fait similaires, à la fois dans les chicanes de clocher, comme vous dites, et dans les exigences et dans les demandes des médecins et dans les réponses qu'on peut y apporter. Donc, pour inciter les jeunes à s'installer, les jeunes médecins à s'installer, il faut savoir ce qu'on appelle s'installer aussi. Si c'est pour s'installer en libéral, il faut à minima qu'il y ait de vraies maisons médicales, mais de vraies maisons médicales, parce qu'on baptise de maisons médicales n'importe quoi. Voilà. Et ce que vous décriviez sur des communes qui construisent un cabinet en espérant qu'avec un cabinet neuf, et le médecin va venir et le cabinet reste vivre, on le vit aujourd'hui. Moi, j'habite dans les Alpes du Sud, on le vit tout le temps, quoi. Et chaque village veut que le médecin vienne chez lui, donc essaye de construire un cabinet un peu plus beau. Et on va jusqu'à mettre le stéthoscope sur le bureau. Et la structure reste vide. C'est du gâchis, du gaspillage d'argent public, et on ne répond pas aux besoins de santé. Donc la première question, c'est un vrai exercice de pluridisciplinaire. Et pour ça, on a 3 formes qui existent déjà. Il y a la maison de santé, à condition que ce soit une vraie maison de santé, le pôle de santé et le centre de santé. Je voulais y venir. Où là, en plus, dans le centre de santé, on répond aussi aux autres problématiques, mais je pense qu'il faut s'y attacher à le faire aussi en pôle de santé, en maison de santé. C'est décharger les médecins d'un certain nombre de tâches. Il y a l'exploration, ce que vous avez dit sur la vaccination, de la délégation de tâches. Avant d'aller traumatiser les médecins libéraux avec l'obligation d'installation, si déjà
on arrivait à discuter sérieusement avec eux, parce que là aussi, il y a des crispations sur la question de la délégation de tâches, ça va être incontournable, la délégation de tâches. Est-ce qu'on va laisser, alors qu'il y a des attentes de plusieurs mois pour voir un ophtalmo, est-ce qu'on va laisser la prescription du renouvellement de lunettes aux ophtalmos? Enfin, on marche sur la tête. Y compris, c'est pas digne par rapport à leur niveau de formation. Mais c'est vrai pour tout un tas d'autres situations. Donc, cette question de la délégation de tâches, il faut la poser. Et puis après, il y a la question du salariat. Et avec les centres de santé, d'une part, on a la réponse à cette question du salariat. Et puis, il y a la question aussi qui a été évoquée au Québec de la relation à l'hôpital. Il faut qu'on décloisonne. Ça n'a pas été dit, mais dans les solutions, il faut décloisonner. C'est pas pareil de proposer à un médecin de s'installer dans une zone sous-dotée s'il doit avoir qu'un exercice de médecine de ville, et si on lui propose, et c'est l'expérimentation qui avait été proposée par la ministre, d'avoir un exercice partagé sur les structures de santé, sur les hôpitaux de proximité, sur les centres de santé. Il y a toutes ces raisons-là. Alors, c'est pas simple, on n'appuie pas sur un bouton et ça se fait, mais c'est là que sont les véritables solutions. Et je vois qu'au Québec, c'est comme en France, donc on ne doit pas être loin de la vérité. J'ai l'impression qu'il y a un consensus entre vous sur, en effet, cette pluridisciplinarité, ces coordinations. J'aimerais avoir, votre regard, Monique Cavalier. Il y a quand même la question du salariat. Donc, 2 fois qu'elle revient, on la pose. Et puis le décloisonnement. Sur l'exercice coordonné, effectivement, on peut tous être d'accord probablement. D'abord, c'est de la meilleure médecine et c'est celle que les patients attendent. Parce que les malades chroniques en particulier ont vraiment besoin d'avoir plusieurs professionnels qui s'occupent de leur état de santé. Donc je pense que tout le monde est clair là-dessus. Tout le monde est clair sur la nécessité aussi, je pense, de réserver le temps médical à ce qu'il doit être. Un certain nombre de choses ont été entreprises. Les textes ont commencé à sortir sur les infirmières de pratique avancée. C'est un sujet sur lequel la France a du retard. Il faut aujourd'hui pouvoir le rattraper. On s'y attelle dans un certain nombre de domaines et ça a été annoncé encore ce matin. Je voudrais revenir sur les structures que vous avez évoquées pour dire que d'abord, ces structures, que ce soit des maisons de santé, des centres de santé, moi, il me semble que d'abord et avant tout, c'est un projet de santé. Et ce qui rend attractif justement ces solutions pour les professionnels, c'est probablement un projet dans lequel ils se reconnaissent. Et plus qu'une maison immobilière, plus qu'un projet immobilier, je crois que le vrai sujet, c'est celui d'avoir un projet de santé à partir duquel les choses se construisent. Et ça me semble tout à fait essentiel. Peut-être je voudrais ajouter un dernier point quand même. Sur les zones sous-dotées, on a beaucoup parlé des territoires ruraux, c'est une vraie difficulté. Mais il faut aussi savoir que nous avons, dans les grandes villes, de vraies difficultés dans des quartiers qui sont extrêmement peuplés et dans lesquels nous n'avons pas aujourd'hui de professionnels de santé. Les seules réponses que nous trouvons bien souvent sont des centres de santé, la mutualité en gérant à Toulouse qui est remarquable et exemplaire, sans lequel le quartier serait là, j'hésite pas à le dire, un véritable désert médical. Et pour quelle raison? La non-attractivité, est-ce que c'est la précarité des gens de ce quartier, la non-viabilité des familles? Il est évident que ça n'est pas attractif pour les professionnels. Il faut aussi savoir que parfois, ce sont des sujets très pratiques qui sont des obstacles à l'installation. Dans un certain nombre de centres-villes, en particulier dans des villes historiques par exemple, le fait de devoir équiper un cabinet accessible, et évidemment, comment ne pas trouver normal qu'un cabinet médical soit accessible aux personnes en situation de handicap. Mais souvent, ça compromet des projets immobiliers dans des centres-villes, par exemple. Donc, il faut quand même avoir en tête que des zones déficitaires en professionnels de santé ne sont pas toujours en territoire rural. François Dubé, on a une réflexion de Michel Magis, sur la réponse coordonnée en termes d'accès aux soins dans les territoires. Et donc, il dit qu'il faut évidemment une coordination de ces professionnels de santé. Il parle de son expérience. Il y a eu dans son territoire un poste de coordinateur de santé. Chez vous, c'est un monsieur qui travaille pour la Mutualité française Centre-Atlantique. Chez vous, comment ça se passe quand il faut coordonner tous ces professionnels? Alors, la coordination de l'équipe interdisciplinaire, selon les travaux, entre autres, de Bonenheimer aux États-Unis, elle revient d'abord et avant tout au médecin. Le médecin est le chef d'orchestre d'une équipe interdisciplinaire. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Évidemment, on vit aussi les mêmes, je vais reprendre le terme, les mêmes crispations entre un certain corporatisme, entre le corps médical et les autres professionnels dans l'épreuve douloureuse de délégation d'actes. Mais au sein du groupe de médecine de famille, donc de l'équipe interdisciplinaire, c'est vraiment le médecin-chef du GMF qui coordonne les soins
Et en fait, c'est une gestion du changement. En 2005, quand on a commencé à rentrer des infirmières, et je dis bien rentrer des infirmières presque de force dans les cliniques médicales, les médecins leur faisaient faire royalement, littéralement, du café. Ils ne savaient pas comment utiliser les infirmières. 10 ans après, non seulement il ne se passerait plus des infirmières qui collaborent avec eux, en plus, ils en engagent en supplément de ce que l'État leur fournit dans leur équipe de première ligne. Et on est en train de vivre exactement la même expérience avec les travailleurs sociaux. Parce qu'on parle beaucoup de maladies chroniques physiques, hein, diabète, MPOC, asthme, etc., insuffisance cardiaque. Il ne faut pas oublier que les médecins généralistes sont confrontés à 1 patient sur 5 avec des patients qui ont des problèmes de santé mentale et des problématiques psychosociales. Donc, de régler les maladies chroniques physiques avec une collaboration interprofessionnelle, c'est bien. Nous, ce qu'on a rajouté et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que seulement s'attaquer à ces problématiques-là ne réglait pas le problème. Il faut aller plus loin et aider le médecin et l'infirmière à accompagner les patients qui vivent des deuils, qui vivent des problèmes avec leurs adolescents à la maison, etc., et qui, au final, sont tellement découragés qu'ils commencent à avoir mal dans le dos. Le mal de dos, c'est secondaire. Le vrai problème, c'est la problématique psychosociale que ces gens-là ont. Et donc, le travailleur social fait en sorte d'accompagner ce patient-là et que ce ne soit pas le médecin qui fasse toute la consultation qui est vraiment très prenante en termes de temps. Et donc, c'est de bien utiliser le temps médecin. Et au Québec, nous, actuellement, on est en train de faire ce virage-là. Le virage des maladies chroniques physiques est relativement bien fait. On s'attaque maintenant aux maladies plus psychosociales. Je ne dirais pas maladies, c'est le mauvais terme. Donc, aux problématiques psychosociales qui sont vraiment, vraiment consommatrices de temps pour les cliniciens que sont les infirmières et les médecins. Il nous reste moins de 10 minutes et je voudrais vraiment que vous ayez l'opportunité de dire ce qui vous tient à cœur. Moi, je voudrais répondre à la question. Elisabeth Doisneau qui a déjà pris le micro, de toute façon. Oui, parce que moi, je voudrais répondre à la question qui est posée sur le coordinateur de maison de santé pluridisciplinaire. C'est indispensable. Effectivement, ça fait suite au projet de santé. C'est l'animateur, c'est celui qui va mettre tout en ordre au quotidien, qui va créer les événements, qui va écrire le futur contrat local de santé avec les priorités qu'on se donne sur le diagnostic de territoire, sur des pathologies qui sont latentes sur le territoire, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est le leader de la maison de santé pluridisciplinaire. Et vous avez vu tout à l'heure, dans l'expérience de Laval, eh bien, il y a un médecin qui est ce leader et qui est le pivot finalement de l'affaire et puis qui entraîne aussi l'ensemble des autres professionnels. Et donc, il y a des ARS, l'ARS par exemple Centre Val de Loire, qui a vraiment fait un travail là-dessus sur les coordinateurs et qui aujourd'hui travaille avec eux sur les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Et ça, c'est aussi un outil pour faire travailler ensemble tous les acteurs de la santé, mais qui ne sont pas forcément dans les mêmes lieux. Hein. Donc, et ça, je pense que c'est aussi une dynamique qu'il faut aussi enclencher un peu partout sur le territoire. Mais vraiment, il y a plein d'outils. Il faut consulter vos ARS et travailler avec elles et avec les autres acteurs comme la Mutualité française ou d'autres, parce que vraiment, vous trouverez les solutions ensemble. Rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais plein d'outils. On peut peut-être parler aussi quand même des verrous. On en a identifié 2-3, mais bon, Monique Cavalier, puis Jean-Paul Benoît. Sur les outils de coordination, Madame le disait, on fait beaucoup de choses actuellement pour essayer de mailler le territoire avec des dispositifs de coordination des professionnels. Pourquoi ? Déjà parce que si on souhaite que les patients restent le moins longtemps possible à l'hôpital, il faut quand même être capable de coordonner les acteurs du domicile ensuite. Et que c'est un vrai sujet. C'est un sujet sanitaire, c'est un sujet social, souvent un sujet médico-social aussi. Donc, plus on veut avoir des épisodes aigus bien contenus, plus on a besoin d'avoir des dispositifs de coordination qui soient performants. Et toutes les agences, je crois, sont en train de travailler un maillage territorial autour de plateformes territoriales d'appui pour les cas complexes ou de communautés professionnelles telles que vous l'avez décrit. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un sujet dans lequel tout le monde est engagé. Jean-Paul Benoît. Moi, je pense que sur les verrous qu'il faut faire sauter et sur l'avenir, il y a deux choses. Il y a décloisonner. D'abord, il faut qu'on décloisonne. On est
organiser un silo encore, même s'il y a des expérimentations, même si on arrive. Il faut vraiment qu'on ait des projets. Vous parliez d'abord un projet de santé avant une maison de santé. Mais je dis, c'est même pas un projet de santé pour une maison de santé, c'est un projet de santé de territoire qui doit inclure l'ensemble de la réponse sanitaire, voire sociale, si on veut faire aussi bien qu'au Québec, mais au moins la totalité de la réponse sanitaire. Et là, on a un vrai problème. Et dans les blocages, y compris dans ces décloisonnements, c'est les questions de statut, mais c'est aussi les questions de rémunération. Il faut vraiment, alors je sais qu'il y a des expérimentations qui sont possibles avec la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale, mais il faut véritablement qu'on avance là-dessus. Pour la délégation de tâches, pour les coopérations, pour la prise en charge globale des patients, le paiement à l'acte, la médecine isolée en cabinet, c'est la médecine du XXe siècle. Le paiement à l'acte, ça correspond à la médecine du XXe siècle. Ça ne correspond pas à la médecine du XXIe et c'est un véritable blocage. Il faut qu'on revoie ces questions-là. Et puis, il y a des réponses spécifiques, et notamment sur les problèmes périurbains qu'on a comme au Québec. On l'a dit tout à l'heure, souvent, la seule réponse, c'est le centre de santé. Les centres de santé, c'est pas à la place des maisons de santé, c'est pas à la place du pôle de santé. La réponse aux besoins de santé, la révolution qu'on va connaître dans la médecine de proximité, dans la réponse de proximité aux besoins de santé, va être telle qu'on va avoir besoin de toutes les formes. Mais on a aussi besoin de la forme centre de santé. Aujourd'hui, les centres de santé se développent très peu, parce qu'ils sont très compliqués à gérer. Parce qu'on n'a pas une rémunération qui est au niveau. Alors, il y a eu des progrès, il y a eu un nouvel accord, mais on n'est pas au bout là-dessus. Et là, on a une vraie question, en particulier pour les quartiers périphériques, où on a un vrai problème de présence de la République, quoi. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'on arrive à avancer rapidement, parce que sinon, on va se retrouver dans des situations dramatiques. On sait qu'on a des quartiers abandonnés, pas que dans le domaine de la santé, par tout un certain nombre de services publics, voire de services privés qui les désertent. Il faut que dans la santé, on ait cette réponse possible. Et là-dessus, sur les centres de santé, véritablement, il y a un vrai ajournement de la rémunération, enfin, du financement qu'il faut qu'on mette sur la table. François Dubé, est-ce que vous, au Québec, vous avez travaillé, vous avez trouvé des pistes, des outils sur la rémunération ? Et puis, question subsidiaire, ce sont les miennes. Qu'est-ce qui ne marche vraiment pas et que vous avez testé ? Alors, l'incitation financière, la contrainte à l'installation. On peut répondre rapidement. Est-ce que vous avez testé ? Est-ce que ça marche ? En fait, sur la rémunération, c'est un sujet récurrent. Même si on a une portion en capitation pour les médecins de famille avec une portion à l'acte, c'est un sujet qui va faire partie de la prochaine campagne électorale au Québec à l'automne prochain. Donc, je ne m'étendrai pas beaucoup plus là-dessus. Sur ce qui n'a pas marché, miser sur toujours plus de médecins, miser sur des primes à l'installation, et je prends vraiment le mot installation. Donc, donner un forfait de 60 000 $ pour attirer un médecin dans un territoire, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est clair. Je voulais juste vous dire ce qui a fonctionné au Québec. On a parlé beaucoup de l'équipe interdisciplinaire, mais j'irai sur un tout autre terrain. Ce qui a fonctionné, solidarité et concertation, collaboration entre les milieux de formation, les universités et les milieux locaux. Première chose, nous, on offre à des étudiants de première et deuxième année, donc avant même qu'ils soient capables de faire des stages cliniques ou de la résidence, on leur offre des emplois d'été dans ces milieux-là qui sont en manque d'effectifs. Et ces emplois d'été-là, c'est de l'observation, c'est de la recherche, avec un rapport de stage. Ils sont payés, ces étudiants-là, ou à la place d'aller travailler dans la restauration rapide ou dans d'autres types d'emplois. Donc, on les envoie là. Et ces médecins-là, ce que ça démontre, cette expérience-là, ces médecins-là sont beaucoup plus intéressés à aller établir leurs pratiques dans ces milieux-là qui ont commencé à côtoyer dès leurs premières années d'études en médecine. La deuxième chose, solidarité entre les milieux qui font face à ces problématiques d'effectifs, de désertification, je ne sais pas comment le dire. Mais la solidarité entre les milieux. Au Québec, avant, la Côte-Nord, la Gaspésie, l'Abitibi, les régions éloignées se livraient une concurrence féroce pour attirer les médecins. On les a regroupés autour d'une seule table. On leur a dit, vous avez tous la même problématique, arrêtez de vous battre entre vous. Alors là, on a créé ce groupe-là, ça s'appelle le groupe des régions Saros, et ce groupe-là débarque à Montréal, ensemble, et ils font le salon des résidents avec un seul message, avec les mêmes outils, et donc il n'y a plus de surenchère, et ça l'a permis, ça l'a pas
permis de régler tous les problèmes, mais ça a permis de faire avancer beaucoup le recrutement de médecins pour ces zones-là qui sont en régions plus éloignées. On conclut là-dessus? Un mot de conclusion? Oui, Elisabeth. Oui, excusez-moi parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de parler d'innovation. Et j'ai vu sur le terrain aussi de belles choses. Le tout dernier exemple, 2 femmes dermatologues dans la région parisienne. Et c'est vrai que de plus en plus, elles éloignaient les rencontres avec leurs patients parce qu'elles étaient prises par le flot, le flux des demandes. Et donc, c'était parfois jusqu'à 6 mois, 7 mois. Pour avoir un rendez-vous. Et donc, elles ont travaillé avec une application smartphone qu'elles ont lancée elles-mêmes, qu'elles ont d'abord réfléchi elles-mêmes. Elles travaillent chacune avec 10 médecins généralistes et elles ont donc un protocole. Elles les ont formées à prendre les photos des lésions cutanées. Et donc, elles mettent les mesures, elles mettent un certain nombre de choses sur la couleur, et après ça, donc elles consultent systématiquement ces dermatologues ce que les médecins leur envoient. Et donc, elles peuvent dire si la lésion cutanée est très grave, et là, elles vont prendre la consultation très rapidement. Si simplement c'est quelque chose qui est bénin et donc qui peut d'ailleurs être soigné très rapidement par le médecin généraliste, ou éventuellement reporter une consultation à 2 ou 3 mois. Mais elles sont passées finalement, pour les cas les plus graves, de 6 à 7 mois où là, le danger était possible, à des consultations à quelques jours. Vous voyez, on voit des expérimentations comme ça sur le terrain, mais je pourrais vous en citer par dizaines. Et réellement, je pense aussi que la médecine de demain, ce sera aussi toutes ces expérimentations qui seront numériques, qui seront de la télémédecine, qui seront vraiment tout à fait innovantes. Oui, je voulais juste rebondir sur cet exemple parce qu'effectivement, on a des exemples. Je pense qu'autant il ne faut pas magnifier comme un totem les nouvelles technologies, autant il y a des réponses concrètes, utiles qui peuvent nous aider. Nous, on a l'expérience en mutualité, par exemple, des équipes mobiles de santé visuelle qui vont faire des fonds d'œil avec des équipements mobiles, numérisés avec la même qualité, avec des images qui sont analysées à distance par des praticiens hospitaliers ou de centres de santé. Donc là, il y a de vraies réponses. Aujourd'hui, il faut qu'un diabétique fasse un fond d'œil tous les ans. Nous, on a des territoires où il y en a moins de 10% qui le suivent. Et on ne peut pas les envoyer chez les ophtalmos, ils sont déjà surchargés. Donc, on a de vraies solutions. La deuxième chose, et puis je m'en tiens là, ce n'est pas le sujet de la table ronde, mais il faut articuler tout ça avec l'accessibilité financière des soins. On a beaucoup parlé de reste à charge zéro tout à l'heure. Ça porte sur l'optique, le dentaire, l'audioprothèse, des secteurs pour lesquels j'ai la plus grande estime. Pour autant, on commence à avoir un vrai problème. Et là aussi, par rapport aux centres de santé qui sont dans le secteur 1, il faut qu'on regarde les choses, notamment dans les périphéries. On a un vrai problème d'accès aux soins avec les dépassements de tarifs. Aujourd'hui, on a des secteurs. Moi, je suis en région sud, donc avec la Côte d'Azur, Nice, un certain nombre de villes où il n'y a plus de spécialistes en secteur 1. Et même dans les Alpes, qui sont des départements qui sont considérés comme agricoles, on a des départements où il n'y a plus d'ophtalmo en secteur 1. Donc on a aussi cette problématique-là. C'est une ouverture sur une prochaine table ronde. Merci à vous Jean-Paul Benoît, Elisabeth Doineau, François Dubé et Monique Cavalier pour cette table ronde très vivante. Bonne soirée à tous, je vous souhaite une bonne suite de congrès. Les travaux reprennent demain à 9h pour la plénière consacrée aux mutations de la protection sociale. Bonne soirée.